Alors Marc, être né en 1954, est-ce que c'était prémonitoire? On m'a pas vraiment demandé mon avis, donc mais peut-être, oui, prémonitoire, oui. Cela dit, j'ai bien insisté sur le fait que 54, c'est une vue de l'esprit, parce que cette musique est déjà là bien avant, et notamment, on retrouve certains rythmes dans le jazz qu'on va retrouver plus tard dans le rock, et la danse rock'n'roll. Ça, c'est quelque chose, j'ai pas eu le temps de le dire. Danser le rock, on faisait tourner les filles, ça existait déjà du temps de Glenn Miller. Donc, il y a eu un subtil mélange de tout ça. Alors oui, peut-être prémonitoire, oui, 54, le rock, mais c'est pas la naissance du rock de manière tout à fait formelle. Bon, on a parlé d'Elvis Presley ce soir. C'est vraiment lui, l'incarnation du rock au début. Ah oui, clairement, oui, oui. Oui, oui, clairement. Ça, c'est clair que Presley, je l'ai dit d'ailleurs, et c'est important, il n'a pas inventé le rock'n'roll. Je pense que quelqu'un comme Chuck Berry ou Little Richard ont été beaucoup plus loin que lui. Lui, il l'a incarné. Parce qu'il était beau, parce qu'il bougeait magnifiquement bien, il chantait formidablement bien, mais il n'a pas écrit grand-chose, Presley. Ce sont les autres qui ont écrit. Donc, pour moi, c'est l'incarnation du rock'n'roll, de ces années-là. On l'a dit aussi ce soir, finalement, le rock, c'est le bébé du blues. Oui, clairement. Clairement, du blues et encore d'autres choses, mais il y a une filiation en ligne droite. Ça, c'est évident. Johnny Hooker, j'en ai parlé, m'a expliqué vraiment ça de manière très, très précise, en montrant des accords à la guitare. Il y a cette phrase qui est vraiment une phrase qu'on ne doit jamais oublier, c'est « The blues had a baby and they call it rock and roll ». Et c'est pas n'importe qui a dit ça, c'est Muddy Waters. Et il a raison. Le rock, c'est le bébé du blues. Pour raconter l'histoire du rock, c'était important de rencontrer les artisans? Non, non, je pense qu'on peut très bien raconter formidablement bien l'histoire du Tour de France, sans jamais avoir été en France ni rencontrer un seul coureur. Moi, il se fait que, de par mon métier, qui a été un métier après... j'ai toujours fait deux métiers, la musique et la radio, mais avec la radio, j'ai eu l'occasion, effectivement, de rencontrer toutes les idoles de mon adolescence. J'ai écrit un livre, d'ailleurs, il y a une quinzaine d'années, où je parle de tout ça. Alors, forcément, il y a un lien, il y a un mélange qui se fait, il y a une proximité, mais ce n'est pas obligatoire. Alors ce soir, on a parlé de la naissance du rock, mais ce n'est que le début de l'aventure, une aventure qui s'est avérée très longue. Oui, c'est une aventure qui s'est avérée très longue, qui existe toujours aujourd'hui. Et je crois que dans toutes les palettes qui existent dans la mouvance rock, une seule aujourd'hui, encore vraiment, tient le haut du pavé, c'est la mouvance hard rock heavy metal. Le succès du hard rock et du heavy metal, il suffit de voir le Graspop Festival. Il y a 350 000 personnes sur 3 jours, chez nous en Belgique. C'est la même chose en France, en Hollande, partout. Pour voir des groupes de métal, je pense que c'est l'expression la plus vivante du rock. Parce que si on regarde aujourd'hui un festival comme Werther, qui était vraiment le festival rock par essence, il y a énormément d'artistes de hip-hop, de rap, des choses comme ça. Et donc là, il y a... voilà. Et c'est vrai que le rock ne peut pas reposer que sur Coldplay, Interpol ou Muse, ou Depeche Mode et U2, qui sont des groupes qui sont là depuis très longtemps déjà. Donc ce qu'on attend, c'est un revival rock, même si on s'est aperçu qu'il y avait, et ça c'est fou, un revival classique rock. Il y a des jeunes gars maintenant, aux États-Unis ou en Angleterre, qui font du classique rock, mais ils ont 20 ans, quoi. Donc c'est quelque chose d'un peu bizarre à appréhender, mais voilà, je ne suis pas inquiet pour l'avenir, vraiment, même s'il est malmené pour le moment, le rock. Alors, la découverte du rock pour Marc Izaïe, c'était dans le hit parade de Formule J de Côte de la Croix, en écoutant ce fameux morceau de Led Zeppelin. Alors, ça c'est le morceau qui m'a scotché, là vraiment, je suis resté... comme je l'écris d'ailleurs, pendant une demi-heure avec mon éponge pleine de savon. Je lavais la bagnole de mon père pour gagner 50 euros, non, pas 50 euros, 50 francs à l'époque. Et il voulait que il avait une Mercedes, il fallait que les flancs soient blancs et tout ça, ok. Et j'ai entendu ça. Et là, j'ai été transporté, quoi, vraiment. C'était pas Stairway to Heaven, c'était Whole Lotta Love. Avec les éclairs, les bruits, le coït simulé au début. Mais sincèrement, je pense que j'ai eu la chance d'arriver, moi comme petit gars qui découvre le rock, à un moment absolument
génialissimes de l'histoire de ce courant musical. Dans les années 80, il y a eu des choses formidables aussi, mais peut-être pas aussi pointues et aussi aventureuses que celles qu'il y a eu dans les années 60 et 70. Donc je me considère vraiment comme chanceux, et en même temps, je suis très fier, comme d'autres, comme les gens qui étaient ici, ou peut-être comme toi, d'appartenir à cette génération qui a pu reconnaître tout ça, et qui l'a célébré. On aurait pu passer à côté, mais on l'a pas fait. On a plongé dedans, et aujourd'hui, cet esprit, tout ça est toujours là. Et moi, c'est ce qui me ravit, évidemment. Avant d'en parler à la radio, à partir de 1982, tu as fait du rock, un peu par hasard, avec cette histoire de batterie que maman a acheté en dernière minute. Oui. C'est des souvenirs extraordinaires. Je suis pas fier. Oui, bon, voilà, c'est comme tous les gamins un peu prétentieux. J'étais prétentieux, j'étais un sale petit con, comme on dit, voilà. Je me vantais de savoir jouer de la batterie dans toute l'école. Ouais, je joue de la batterie dans un groupe et tout. J'avais pas de batterie, j'avais jamais vu une batterie, je jouais pas de batterie. Mais je voulais. Et un jour, je me suis fait piéger, l'histoire est connue, je me suis fait piéger en acceptant de manière complètement ridicule un copain qui me dit « Tiens, on joue samedi à la fête de l'école, notre batteur sait pas venir, est-ce que tu peux être là ?» Et au lieu de dire, comme tout le monde aurait dit, « Non, je suis en week-end à la mer avec mes parents », moi je dis « Ouais, ok, je serai là. » Et là, c'est... Et cette phrase que j'ai dit dans cette cour de récré à l'âge de 15 ans, elle a changé ma vie. Ce moment-là était le moment clé de ma vie parce que j'ai cassé les pieds à ma pauvre maman qui a fini par m'acheter une batterie. Elle est restée 4 jours. Et le jour où j'arrive, je n'ai jamais vu une batterie de ma vie, je ne sais pas jouer. Et je suis ridicule pendant ce concert. Et tout le monde se fout de moi. Et je suis tellement mal que je me suis dit, à partir de maintenant, puisque c'est comme ça, la batterie, je l'ai, je vais apprendre. Voilà, c'est comme ça que j'ai démarré. Mais il faut être d'une inconscience ou d'une prétention, ce que je devais être à l'époque, où les deux, pour dire oui, je serai là à la fête de l'école, alors que je ne savais pas jouer, oui, je savais faire tchic-boum, tchic-boum, mais c'est tout. Voilà. Alors, avoir connu des débuts difficiles avec Machiavel, est-ce que ça t'a aidé à comprendre les débuts difficiles de grands groupes comme les Beatles, comme Presley? Est-ce que c'est quelque chose qui a attiré ton attention? Alors Presley, il n'a pas galéré longtemps. Voilà, ça a marché tout de suite. Les Beatles, par contre, ils ont bien galéré pendant 5 ou 6 ans. Mais je dois bien dire qu'avec Machiavel, on n'a pas galéré longtemps non plus, parce que le premier album qu'on sort en 76 s'est vendu à 2000 exemplaires. Le deuxième qui sort en 77, on arrive à 8000. Et le troisième, il y a Rope Dancer dessus. Là, on en vend 70 000. Et donc, les galères n'ont duré que 2 ou 3 ans. C'était assez vite. Voilà. Donc, mais effectivement... Non, pour répondre à ta question, ce qui m'a vraiment aidé dans mes interviews et dans mes rencontres avec les artistes, c'est qu'ils ont tout de suite compris que je savais qu'on parlait la même langue, que je savais ce que c'était un studio, un truc, un machin, un doublage, un overdub, parce que je parlais de techniques d'enregistrement, ils disaient « Ouais, comment tu sais ça ?» Je disais « Parce que je l'ai fait, voilà. » Et donc, c'est quelque chose qui m'a effectivement plutôt servi, ça, ouais. Oui. Rope Dancer, c'est une histoire extraordinaire parce que je crois que c'est la firme de disques qui a exigé que ce morceau soit sur le 33 tours parce que le groupe n'en voulait pas tout de suite au début. Oui, c'est assez incroyable d'ailleurs, comment on pouvait être idiot ou aveugle ou complètement inconscient, je ne sais pas, parce que ça s'est reproduit avec Fly. 3 ans après, on sort un album, on ne veut pas mettre Fly sur l'album. Parce qu'on trouve que c'est trop... C'est un peu n'importe quoi. On a fait ça très vite sur un coin de table. Rope Dancer a été une chanson magnifique qui a été écrite très rapidement, mais qui n'était pas assez compliquée sur l'album. Voilà, elle était c'est une simple ballade. Et l'autre firme de disque a bien eu raison de la sortir. Et Fly, c'est encore pire parce que nous, on ne voulait pas la mettre du tout. Et le patron de la firme de disque nous a dit non seulement on la met, ça sort en 45 tours, mais je commence l'album avec ça. Et comme ils avaient tout à dire à l'époque, on a dit bon, ok. Ils avaient raison. Alors ce break de Machiavel, bon finalement, a été salutaire dans le sens où s'il n'y avait pas eu ce break, il n'y aurait pas eu Marc Isaïe à la radio. Non, certainement pas. Non, certainement pas. Voilà, j'avais envie de faire 2 choses dans ma vie, c'était de la musique et de la radio. J'ai d'abord fait de la musique un peu par hasard, et quand la musique s'est arrêtée une première fois, j'ai fait de la radio. Et j'ai eu la chance de réussir aussi à mon niveau, au niveau de la radio. Et puis pour finir, j'ai cumulé les deux. Voilà, donc, ce que je fais toujours aujourd'hui, je fais toujours de la radio, je fais toujours de la musique. Et je dois bien reconnaître qu'au niveau de radio, la radio m'a apporté tous les bonheurs possibles et imaginables. J'ai pu non seulement faire l'émission que je voulais, les classiques que j'ai créés, mais de cette émission, j'ai pu créer une chaîne radio qui s'appelle Classique 21,
que j'ai fondé de A à Z et que j'ai dirigé pendant 20 ans. C'était aussi une forme de révolution. Oui, le seul type qui croyait à Classique 21 quand on a commencé, c'était moi. Hein. C'est clair. Personne n'aurait parié un copec, mais ça a fonctionné au-delà de toutes mes espérances. Parce qu'il y avait aussi derrière toi des personnes qui croyaient au projet. Tu parles de Claude Delacroix souvent, qui était un petit peu ton chaperon. Mais Claude, c'était avant. Claude, ouais. C'était avant. Donc, mais j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un comme Jean-Paul Philippot, qui venait d'arriver à la RTBF au moment où je propose de créer cette radio, qui m'a soutenu. Il ne faut pas oublier que quand je propose la création de Classique 21, je suis le patron de Radio 21. Et en tant que patron de Radio 21, je me rends compte que cette radio ne marche plus. Elle ne peut plus marcher. Il y a trop de baronnies, il y a ceux du soir qui ne parlent pas ceux du matin, ceux qui aiment le blues qui n'aiment pas la techno, ceux qui aiment la techno qui n'aiment pas le métal. Enfin, je me disais, mais comment on va s'en sortir? Et donc, j'ai proposé la scission, l'arrêt de Radio 21, en l'expliquant qu'il fallait créer 2 nouvelles radios qui vont devenir Pure FM d'une part, Classique 21 de l'autre. Et heureusement que ça a fonctionné. Parce que sinon, j'aurais sur mes frêles épaules la responsabilité du type qui avait détruit Radio 21, quelque part. Donc, ça a marché au-delà de toutes mes espérances, mais c'était un risque. Un grand risque. Ouais. Mais finalement, quand on voit le succès de Classique 21, encore maintenant, c'est extraordinaire. C'était le feeling Oui, je pense que j'ai eu une bonne idée au bon moment, voilà. C'est aussi simple que ça. Puis surtout, c'était plein de passion. Et surtout, j'étais convaincu. Et je me souviens de collègues à la RTBF qui riaient, mais mon pauvre vieux. Oh ouais, ben... Voilà. Moi, j'y croyais et j'ai défendu mon projet jusqu'au bout. Et bon, maintenant, je ne m'en occupe plus parce que je suis retraité. Mais bon, voilà, et je suis très fier. Très, très fier. Je suis presque plus fier de la réussite de Classique 21 que ce que j'ai fait avec Machiavel, parce que de temps en temps, bon, on a fait 17 albums, ils ne sont pas tous terribles. Hein, voilà. Classique 21, là, je suis très, 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 très fier. Retraité, mais pas coupé du monde radiophonique, hein, parce que, bon, il a eu envie de poursuivre l'aventure sur Bel RTL. Oui, c'est une proposition. J'avais 40 ans de radio à la RTBF. Et les gens de RTL que je ne connaissais pas bien sont venus me trouver, dire on voudrait te proposer quelque chose. C'est un peu sur un coup de tête que j'ai dit oui, parce que j'avais 40 ans de RTBF. Je me suis dit, voilà, il y a des moments dans la vie. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si j'y resterai 40 ans, je ne crois pas, hein, je serai mort avant. Mais non, c'est tout à fait autre chose, c'est une autre forme de radio. Mais moi, je continue à faire la même chose. Voilà, donc, et plein de gens me suivent et je suis très très heureux. Voilà. Je continue à faire la même chose. Et Machiavel qui fonctionne toujours avec un nouveau chanteur, et apparemment ça fonctionne bien. Oui. Oui, c'est toujours ennuyeux hein, de parler de soi-même en disant bah oui, ça marche bien, voilà, oui. Oui, ça a été compliqué de remplacer Mario, mais voilà, non, on y est arrivé très bien. Et ça, là, on vient de faire le Cirque Royal, on a fait le Forum à Liège, on fait des grandes salles, et non, tout va bien. Mais tu disais tout à l'heure, alors que dans le livre j'ai vu le contraire, que parfois tu étais un peu déçu après un spectacle qu'on vienne parler de radio au lieu de parler de ta prestation comme batteur du groupe. Je continue à le dire. Il n'y a rien de plus terrifiant. On sort de scène, on est ruisselant, on a tout donné, on est mort crevé. Et t'as envie que les gens viennent te dire « Ah, le concert, machin. » Non, « Ah, je l'ai écouté la semaine passée, c'est formidable. » Je dis « Oui, mais le concert. » « Ouais, très bien. Mais alors, voilà, la radio, formidable. » J'ai eu un peu de mal avec ça, mais bon, voilà, c'est comme ça que je suis perçu. Vous savez, je ne suis pas dupe. Hein. Si, pour autant que j'ai une certaine popularité aujourd'hui, c'est la radio qui me l'a donné, hein, c'est pas Machiavel. Justement, petite précision, j'écoutais souvent Classique 21, j'écoutais encore, mais à un moment donné, on n'entendait quasiment pas Machiavel sur Classique 21. C'était un choix, c'était une peur? Non, pas une peur, mais je pense que déontologiquement, alors je ne pouvais pas faire comme si ça n'avait pas existé, parce que s'il y avait bien une radio qui pouvait passer Machiavel, c'était celle-là. Puis j'avais la pression des autres, ils disaient « Ouais, on passe jamais ». Donc, mais je ne voulais pas non plus qu'on m'accuse à un moment donné de profiter de mon statut de patron de chaîne. Voilà, donc j'y ai toujours été avec parcimonie, quoi, vraiment. Et ça m'a gêné, toujours. Voilà, et je devais pratiquer l'espèce de schizophrénie entre les deux. J'espère que j'y suis arrivé, je ne sais pas. Avant ma dernière question, apparemment, hein, le plus mauvais souvenir, c'était Billy Joel, hein, d'après ce que tu racontes. C'était pas terrible. Et un des meilleurs, c'était Paul McCartney. Ouais, McCartney, oui. Très court, très... Oui, mais... oui, formidable. Mais j'ai eu la chance de rencontrer des gens fantastiques. Peter Gabriel, Eric Clapton, les Stones,
Roger Daltrey, des Who, enfin tous ces gens-là, enfin Springsteen, voilà. Mais Billy Joel, c'est pas un concert dont je parle de... Non, Billy Joel, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il était de mauvaise humeur. L'interview a duré 30 secondes. Ça s'est très mal passé tout de suite et j'ai dit ok, salut, ciao. Je n'avais pas insisté outre mesure. Puis j'ai eu tellement d'anecdotes. Mais ça s'est souvent tellement bien passé qu'il y a eu 2-3 interviews, effectivement, qui ne se sont pas bien passées, mais sur des centaines dans une carrière, c'est pas grave. Alors ma dernière question, parce qu'on ne va pas faire trop long, sinon j'ai envie de poser des questions jusque demain matin. Le fait de faire des conférences comme ce soir, c'est encore un petit plus par rapport à tout ce que tu as déjà fait? Alors c'est formidable parce que pour moi, c'est la continuité de mes classiques ou du making-of, et c'est de pouvoir partager un savoir que je n'ai pas inventé, qui est une histoire qui me passionne et que j'essaie de raconter avec passion. Parce qu'aujourd'hui, dans l'histoire du rock, j'ai tellement écouté de musique, moi, je vais avoir 70 ans au mois de janvier, mais j'ai tellement écouté de musique que c'est plus vraiment ça aujourd'hui qui m'émeut, c'est tout ce qu'il y a autour, et l'histoire qu'il y a autour des chansons, l'histoire qu'il y a autour des albums, les histoires humaines aussi, qui sont parfois dramatiques et tellement passionnantes. Moi, c'est ça qui m'émeut, et donc voilà, j'ai décidé de faire des conférences où je pouvais prolonger encore un peu le plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en guise de conclusion? La même chose pour les 25 prochaines. Merci beaucoup.